Élodie, un agent d'assurance de 35 ans, se prépare à accueillir un heureux événement. Coucou. Comment toi? Ça va? Et toi? Oui. Aujourd'hui, Patrick, le papa de la jeune femme, est venu pour mettre au point les derniers détails de la chambre de sa future petite-fille. Le mari d'Élodie est en déplacement professionnel. Et c'est pas net, on les voit? Bah oui, regarde, nickel. Ah, super, ça a bien séché, on vient de tirer. C'est parfait. On fait un peu de peinture. Le bébé devrait naître dans moins de 3 mois. Un petit miracle pour Élodie. C'était dur de s'imaginer tout ça, quoi. C'était espéré, mais espéré, quoi. Comme un fantasme, un rêve qui se réalisera jamais. Et puis maintenant, elle va être là et c'est la plus belle revanche qu'on pouvait avoir. C'est le plus beau cadeau qu'on voulait avoir. Élodie n'est pas une maman comme les autres. Elle est atteinte, comme 6500 Français, de mucoviscidose. Une maladie rare et génétique qui touche principalement les poumons. La respiration d'Élodie est difficile et la moindre infection pourrait mettre en péril sa grossesse. Celui-là, je l'avais repéré déjà. Trop joli. Tomber enceinte a été un véritable parcours du combattant. 4 fécondations in vitro, sans succès, et une fausse couche. Des moments douloureux qui n'ont jamais entamé sa motivation. C'est éprouvant physiquement, éprouvant mentalement, ça prend du temps, faut y croire, enfin essayer d'y croire, faut se battre, et c'est aussi affronter les échecs à chaque mois quand vous voyez que le test passe pas au vert. Et même aujourd'hui, ça paraît des fois irréel, sauf quand elle bouge, là, elle nous rappelle que ça y est, non, elle est là, elle sera bientôt dans nos bras, donc c'est génial. La future maman essaye de se rassurer, mais son combat est loin d'être gagné. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Élodie a subi une double greffe des poumons il y a 7 ans. À cause de sa grossesse, ils sont soumis à rude épreuve. Bonjour. La jeune femme va donc régulièrement chez sa kinésithérapeute pour les soulager. Et inspire, 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 inspire. Relâche. Cette machine, c'est pour l'aider à ventiler, à mettre de l'air, à inspirer plus d'air en fait. Toutes les femmes qui vont être enceintes vont pouvoir dire, au bout d'un moment, on est essoufflé, on a du mal à monter les escaliers, et donc du coup, Élodie, ça arrive encore plus vite que chez les autres futures mamans. Mais même avec l'aide de la machine, l'état de santé d'Élodie est précaire. Elle met clairement sa vie en danger. J'ai une crampe. Ça me fait des crampes là. Attends, faut que je me mette debout. Oh, c'est relou ça. Comme si ça se coinçait, tu sais, sous la poitrine, entre la poitrine et le ventre. Malgré cette fausse alerte, Élodie garde son calme et enchaîne les exercices pour se relaxer. T'inspires, tu tires en arrière et tu souffles. C'est les fesses qui basculent. Allez. Inspire. Dans son combat pour la vie, Élodie peut compter sur le soutien de Philippe, son compagnon depuis 10 ans. À 35 ans, son métier de représentant de commerce l'éloigne souvent de la maison. Ça, tu sais, c'est la turbulette. À peine arrivé, Philippe va devoir repartir demain pour son travail. Un éloignement qui lui pèse de plus en plus. Il sait que l'état de santé de sa compagne pourrait se détériorer à tout moment. C'est pour ça aussi qu'on en profite, c'est pour ça qu'on part, c'est pour ça qu'on fait plein de trucs, parce qu'on se dit juste que ça se trouve dans 5 ans, 10 ans, on sait pas quoi. Elle a déjà 6 ans de grève. Il y en a qui n'ont même pas eu 6 mois, quoi. Ouh là là. Dans 2 semaines, Élodie doit passer une échographie pour savoir si la croissance de sa fille se passe normalement. Un examen qu'elle appréhende, car Philippe sera en déplacement ce jour-là. La jeune femme sera donc seule face à ses doutes et ses peurs. À Clermont-Ferrand, au centre hospitalier, Élodie a un rendez-vous important ce matin, une échographie. Tu es prête? Oui, je suis prête. Allez, on y va. Enceinte de 6 mois et demi, la femme de 35 ans espère pouvoir mener sa grossesse à terme. Mais elle sait que sa maladie, la mucoviscidose, pourrait l'en empêcher. Inquiète qu'ils me disent qu'elle va pas bien ou qu'il y a un souci qu'on n'aurait pas vu avant. Ou, toujours un petit peu, toujours un petit peu d'appréhension. Comme Philippe, son compagnon, est en déplacement, Élodie a demandé alors sa meilleure amie de l'accompagner dans ce moment délicat. Bonjour, professeur. Bonjour. Allez. Merci.
En France, chaque année, seule une trentaine de femmes comme Élodie décident de tomber enceinte malgré leur mucoviscidose. Mais les risques pour ces futures mamans et leurs bébés sont réels. Le reste de vos traitements ont été modifiés ou pas? Du tout. Donc il y a tout comme d'ordinaire. Ouais. Le docteur Gallo est donc extrêmement vigilant et suit la grossesse de sa patiente au jour le jour. Le gynécologue tient d'abord à s'assurer que les poumons greffés d'Élodie ne sont pas en souffrance. Vous avez bien senti l'amélioration avec le traitement? Au bout de 5-6 jours de traitement, je contrôlais avec la kiné toujours. D'accord. Et là, il n'y a plus rien, c'est super, je ne peux plus du tout essouffler, tout va bien. D'accord. La deuxième préoccupation du docteur, c'est le bébé d'Élodie. À cause de la maladie, le risque d'une naissance prématurée est permanent. À chaque échographie, la jeune femme retient donc son souffle. Il ne semble pas y avoir du tout de difficulté sur la qualité des échanges au niveau du placenta entre ce bébé et sa maman. Donc ça c'est bien. Vous voyez, on estime que le bébé actuellement il est à peu près vers 935 grammes, nous dit la machine. Ah oui, bien correct. D'accord. Voilà, on va bientôt franchir la barre de kilos. Vous me confirmez que c'est une fille, hein? Oh oui. La chambre est voisin, donc... Bien ici, D'accord. Vous ressentez La joie. À chaque fois que je l'entends, tous les mois, ça me fait ça. J'adore. Élodie est rassurée. Chaque semaine qui passe est une victoire de plus sur la maladie. Parfait. Super. Alors elle s'empresse de partager sa joie avec celui qu'elle aime. Elle fait 35 cm, elle en faisait 28 la dernière fois. Et elle fait 980 grammes, elle est pratiquement à 1 kg. Avec Philippe, Élodie a déjà choisi le prénom de leur future petite fille. Elle s'appellera Lily. Une manière pour le couple de se projeter en avant. Je t'aime mon cœur, à plus tard. Bisous mon cœur. Bisous. À plus tard, je t'aime. Élodie profite de l'instant, mais elle sait que l'équilibre entre sa santé et celle de son bébé est fragile. 2 semaines plus tard, le visage d'Élodie est fermé. En route pour la maison de son père, elle a une dure nouvelle à lui annoncer. Le gynécologue m'a appris que ma fille avait un retard de croissance in-utérin, c'est-à-dire qu'elle est en dessous du poids normal qu'elle devrait avoir à ce stade de la grossesse. Donc la question c'est, est-ce qu'on la garde encore à l'intérieur parce qu'elle peut prendre encore du poids dans mon ventre, ou est-ce qu'on la sort pour qu'elle soit prise en charge en néonate par des pédiatres, quoi. Ce qui va être très compliqué à gérer pour moi si elle va en néonate, c'est de ne pas l'avoir à mes côtés en fait. Et ça c'est une angoisse terrible. Lorsque ses peurs prennent le dessus, Élodie vient chercher du réconfort chez ses parents, et notamment Patrick, son papa qui l'a toujours soutenue. Ça va papa? Oui. Oui. Allez, rentre au frais. Cet homme de 62 ans voue un amour sans faille à l'égard de sa fille unique. Il se souvient encore du jour où il a appris qu'Élodie était malade. Un choc énorme. Elle était malade, elle avait tout le temps des diarrhées, des coliques, des maux de ventre. Donc les médecins, à force, ils ont fait faire plein d'examens et ils ont fait faire les examens pour voir si elle avait la mucoviscidose. Et ça s'avérait qu'elle avait la mucoviscidose. Voilà, ils nous l'ont annoncé comme ça. Et des gens ne savaient pas ce que c'était. C'est la première fois qu'on entendait un terme aussi barbare. Et puis voilà. Hein. Et la première chose qu'ils nous ont dit, que c'était une maladie incurable. Ça commençait bien. Donc quand on nous annonce un truc comme ça, on prend déjà un grand coup de pelle. Et voilà, après il faut s'adapter, on n'a pas le choix. Hein. Le père d'Élodie reste fort devant sa fille, mais cette grossesse l'inquiète depuis le début. Il a peur de la perdre. La future maman appréhende sa réaction face au retard de croissance du bébé. Le professeur Gallo a trouvé que Lily, elle était un petit peu maigre. Du coup, en fait, demain, on recontrôle, voir si elle a pris du poids ou pas. Parce que si jamais elle grossit plus ou pas suffisamment, il dit que c'est mieux de la sortir en avance de mon ventre et qu'elle soit prise en charge en relais par les pédiatres et puis peut-être nourrie par une sonde pour qu'elle grossisse un peu avant qu'on la ramène à la maison, quoi. D'accord. Voilà. T'as que ça comme nouvelle. Mais ça va bien se passer. Pas de raison. On verra demain. Faut leur faire confiance. Oui, je leur fais confiance. Ça va bien se passer.
Vous appréhendez? Bah, un petit peu quand même. C'est une opération, c'est pas anodin. Toujours des risques, mais ça va aller. On a l'habitude, on s'est toujours relevé. Vous prenez sur vous beaucoup? Je montre pas tout. J'ai pas le droit, je suis le papa, je dois être fort. Il en faut moins qu'il soit fort. Après, ça reste à l'intérieur. Ça va bien se passer. Ouais. Désolé. À demain. À demain. Bon courage, Norma. Merci. Au revoir. Compte tenu de la situation, Philippe, le compagnon d'Élodie, a arrêté de travailler pour rester auprès d'elle. Lui aussi est inquiet. Depuis plusieurs jours, la maladie d'Élodie la plonge dans un état de fatigue préoccupant. Je vais me coucher pour dormir et essayer de rattraper tout le sommeil qui me manque depuis 15 jours. Voilà, on va se reposer. Pour Philippe, la nuit va être courte. Dans moins de 24 heures, le couple va savoir si leur fille doit naître en urgence par césarienne. Donc t'as là mon cœur. Un accouchement précipité à l'issue incertaine. Ce matin, elle a rendez-vous avec Philippe au centre hospitalier de Clermont-Ferrand pour savoir si leur futur bébé n'est pas en souffrance. Je me sens très stressée. J'ai hâte que cette journée soit finie. Enceinte de 7 mois, Élodie va passer une échographie pour savoir si sa petite fille doit naître en urgence. La maman, atteinte de mucoviscidose, essaye de faire le vide, mais le cœur n'y est pas. Cette nuit, j'ai très peu dormi et très mal. Lors de la dernière échographie, le gynécologue a constaté que le bébé d'Élodie ne grandissait pas comme il fallait. Il pense que le traitement qu'elle suit pour sa double greffe de poumon pourrait en être la cause. Allez, let's go. Mais cette femme courageuse ne peut pas se passer de ce médicament, car sans lui, son corps pourrait rejeter la greffe. Un acte qui entraînerait sa mort. Malgré son état de santé fragile, Élodie n'a pas peur pour elle, mais pour son bébé. Elle craint une naissance prématurée. Tout de suite, là, il n'y a rien pour me rassurer. Non, on peut me dire n'importe quoi tant que le professeur Gallo m'aura pas parlé. Je suis dans ma bulle, là. Dans la tête de Philippe, les questions se bousculent aussi. On a hâte de savoir si elle a grossi ou pas, et si Élodie rentre avec moi ou pas. Voilà, c'est le plus important, que les deux rentrent. Les deux rentrent à la maison. Après 10 années de vie commune, 4 fécondations in vitro ratées et beaucoup de désillusions, le couple n'a jamais été aussi près de devenir parent. Alors Philippe essaye de positiver pour rassurer sa compagne. Tout est compliqué pour nous, mais au final, tout se finit toujours bien. Un joli cœur. Madame Gérard, venez avec moi, s'il vous plaît. Merci. Étant donné l'état d'anxiété du couple, l'échographie aura lieu à huis clos, derrière cette porte. Dès les premières minutes, le gynécologue remarque des signes d'amélioration. Cette quantité liquide-là est bien satisfaisante. Donc ça, c'est bon signe. Contre toute attente, la future fille d'Élodie et Philippe a repris un peu de poids. On serait à peu près 1,6 kg. Un petit peu pris. On ne fait pas du surplace, quoi. Ouais. C'est correct. Un soulagement. La maman est submergée par l'émotion. Donc elle arrive encore à se nourrir. Oui, j'ai l'impression que c'est bien favorable. C'est pas mal. Je sais. Après 35 années ponctuées par la maladie et une double greffe qui lui a sauvé la vie, Élodie devrait bientôt pouvoir réaliser son rêve, devenir maman. Bon. Alors, Les nouvelles sont plutôt bonnes, en fait. Hein, on a de la chance parce que sur le recontrôle d'aujourd'hui, on voit que la tendance au retard dans la croissance n'est finalement pas confirmée. Et moi, je pense qu'on va réussir à bien franchir le cap du mois d'août et à arriver sur le début du 9e mois. Donc c'est bien, c'est bien. Comment vous vous sentez? J'ai l'impression que je vais tomber dans les vapes. De joie? Ouais, mais j'ai l'impression d'avoir perdu 20 kilos, là, de stress, de... Non, elle va bien. Elle a grandi, elle a grossi.
Donc voilà, pris 400 grammes, 4 cm, donc c'est le bonheur. C'est ça. Ouais. Donc a priori, vous allez avoir un accouchement normal comme tout le monde. Bah, si ça continue comme ça, ouais. J'aurai un accouchement normal comme tout le monde, ouais. Le couple quitte l'hôpital rempli d'espoir. À cet instant précis, Élodie est loin de se douter que sa maladie va vite reprendre le dessus. La grossesse d'Élodie a connu un revirement inattendu. La jeune femme a dû accoucher en urgence par césarienne à moins de 8 mois de grossesse. À cause de la mucoviscidose, Élodie n'arrivait plus à respirer correctement. Lily, sa fille, était aussi en danger. Elle ne grandissait plus et son cœur ne cessait de ralentir. Après 11 semaines d'angoisse en néonate, est enfin venu le temps des rires et des premiers moments de joie. Coucou mon ange, coucou ma douce, et oui, ouais, nous aussi on est content de te voir mon amour. Eh ben, tu te marres toi avec ton papa, hein. Aujourd'hui, Lily est sortie d'affaires. À 2 mois, elle pèse 3,7 kg pour 51 cm. Dans la maison familiale, Élodie peut enfin se glisser dans son nouveau rôle de mère. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Hop, 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 hop. Mais il lui faudra encore de longues semaines pour oublier le traumatisme lié à son accouchement précipité. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir accouché en fait. Même s'ils m'ont montré tout de suite ma fille, mais je l'ai vue 1 seconde, son visage. Et après, voilà, après on part en salle de réveil. Après, j'ai eu des douleurs pendant 1 semaine, je pouvais pas me lever. Donc j'avais du mal à réaliser que j'avais accouché. Je me revois me caresser le ventre encore pendant 2-3 jours. Ça m'a beaucoup choquée en fait. Elle est née, elle faisait 1,7 kg et 40 cm. Donc elle était vraiment minus. Et donc ils me l'ont gardée en service de néonate pour qu'elle grossisse et qu'on puisse la ramener à la maison que quand elle aura atteint un poids acceptable en fait. Donc tout ça cumulé, je peux pas dire que c'est le plus beau jour de ma vie quoi. Les plus beaux jours de ma vie, je les vis aujourd'hui depuis qu'elle est rentrée. De son côté, Philippe prend lui aussi ses marques et savoure chaque seconde avec ce bébé qu'il a tant attendu. Ah, t'es où mon petit cœur? T'imagines s'il nous avait dit il y a 10 ans ou même il y a 6 ans. À 6 ans, ouais. Enfin, que tu tiendrais ta petite fille dans les bras, tu aurais cru? C'est notre petit bébé miracle. T'es un petit miracle, toi? C'est notre petit miracle. Faut avoir la tête que ça, un miracle. Oula. C'est joli, un miracle. La naissance de Lily marque un nouveau départ pour le couple. Je suis fier de toi, mon joli cœur. De moi? Oui, de toi. Tu peux être fier de nous deux. C'est toi qui as vaincu la maladie là-dessus. On peut être fier de nous deux. On est une famille maintenant. Une famille. Une famille. Comme les gens normaux. Une famille normale, Lily? On est comme les gens normaux. Avec cette grossesse, Élodie a pris une revanche sur la maladie. Les docteurs sont formels, Lily n'est pas atteinte de mucoviscidose. Elle pourra donc avoir une existence normale. Désormais, Élodie a une nouvelle raison de se battre au quotidien. Dans les Ardennes, à Vireux-Vallerand, un futur papa est dans les starting blocks. Adrien, 22 ans, se prépare à vivre l'un des moments les plus importants de sa vie. Dans moins d'1 heure, ce jeune gendarme va savoir grâce à une échographie si sa femme s'apprête à accoucher. Une naissance pas comme les autres. Je regarde l'heure parce que je vais pas tarder à rejoindre Stéphanie à l'hôpital. Donc Stéphanie qui est ma compagne et qui est actuellement enceinte de triplé. Cette grossesse est une grande première pour ce couple, ensemble depuis seulement 2 ans. Une aventure hors du commun. En France, seuls 200 triplés naissent chaque année. À 35 ans, Stéphanie est enceinte de 6 mois et demi. Comme beaucoup de futures mamans de triplés, elle a eu une grossesse difficile. Dimanche soir, je l'ai emmenée aux urgences pour des contractions et des douleurs aux ovaires. Et en fait, il s'avère qu'ils ont détecté une prééclampsie. La prééclampsie est une maladie fréquente de la grossesse. Mais si elle n'est pas traitée à temps,
elle peut entraîner des complications pouvant causer le décès de la mère ou de ses enfants. On parle quand même de vie et de ses enfants, donc c'est pas évident. On espère toujours que ça se passe pour le mieux, mais bon, on reste vraiment impuissant et on peut que épauler dans ces moments-là. Adrien en a conscience, ses 3 filles peuvent naître prématurément, alors il doit en urgence amener les vêtements nécessaires. Mais quand il s'agit de triplés, l'affaire est plus corsée. Coucou. Coucou ma poupe. Ça va mon poupon? Ça va et toi? Oui, très bien. Oui, dis, je t'appelle parce que pour voir pour les affaires, savoir ce qu'il faut que je mette dans la valise. Il faudra que tu mettes 6 sorties de bain en taille prématurée naissance. Les pyjamas pareil, 15 au moins. Cela. Oui, voilà, bah ça c'est très bien. Heureusement, Stéphanie, gendarme elle aussi, est très organisée. Tout ça là? Là en dessous, l'étage en dessous. 10 minutes plus tard, la valise est enfin prête. Au final, j'ai pris tout le tiroir. En voyant l'immensité du tas de vêtements, Adrien prend peu à peu conscience du défi qui l'attend. À tout à l'heure. Bisous, je t'aime. C'est toute une organisation. Finalement, la petite valise que j'avais prévue, je vais devoir revoir mes plans. J'ai vu un peu léger. 2 heures de route attendent Adrien. C'est à 130 km de chez lui qu'il se rend au CHU de Reims. Cet hôpital est le seul de la région à être doté d'une maternité de niveau 3, capable de traiter les grossesses à risque grâce à son service de réanimation. Comment ça va? Et puis là, ça va ma poupe? Le couple est stressé. Ils le savent, à 6 mois de grossesse, les poumons des bébés ne sont pas encore totalement formés. Une naissance immédiate ne serait pas sans risque. Bonjour. C'est ici, dans cette pièce, que le couple va savoir si les 3 filles qu'ils attendent peuvent rester encore plusieurs jours dans le ventre de leur maman. Le silence dans la pièce est pesant. Les futurs parents sont suspendus aux lèvres de la médecin. On sait qu'au niveau du passage du sang dans les cordons, pour 2 bébés, en tout cas le sang ne passe pas très bien dans les cordons. Donc ça laisse présager une naissance d'ici quelques jours. Ouais. Les nouvelles ne sont pas bonnes. 2 des triplés ne peuvent pas s'alimenter correctement. Elles ne grandissent plus. À chaque minute qui passe, leur état de santé pourrait se dégrader. Les échographies, on va les faire toutes les 48-72 heures. Et puis on surveille sa tension, les prises de sang. Et si on voit qu'il y a des signes de gravité, à ce moment-là, ça nous fait indiquer une césarienne en urgence pour sortir les bébés. Bon bah au revoir. Merci. Bonne continuation. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Les prochains jours seront donc décisifs. La césarienne pourrait avoir lieu à tout moment. De retour dans sa chambre, Stéphanie est un peu sous le choc. Née prématurée, ses filles vont être séparées de leur maman et placées en couveuse dès leur naissance. J'avais vraiment envie d'éviter ça, d'avoir des bébés avec des fils partout, enfin tout ça, ouais, voilà, on n'a pas forcément envie, quoi. Hein. Après, ça veut pas dire qu'ils vont pas aller bien, mais bon, c'est des bébés des fois, alors pas tous bien sûr, mais qui peuvent avoir des séquelles au niveau motricité, au niveau de plein de choses. Enfin voilà, c'est quand même pour eux plus dur la vie du coup. Elle commence, donc ouais, on pensait pas tout ça, au nombre de semaines qu'on va passer ici. Enfin eux surtout les bébés, et puis nous les allers-retours. Tout ça qui est compliqué. Après, on fera ce qu'il faut, bien évidemment. Mais c'est sûr que c'est pas la grossesse rêvée ou l'accouchement rêvé. Hein. Malgré leurs inquiétudes, le couple reste plus soudé que jamais. Adrien se voit déjà dans son nouveau rôle de papa. Ça m'épate toujours autant d'être tous les deux. De couple à famille. Famille à 5, d'un seul coup. C'est ça, je pense, qui est tellement magique. Je pense que ça va être une belle aventure. Stéphanie et Adrien espèrent que l'accouchement se passera sans accroc. Une longue attente commence pour le couple. À Reims, il est 8 h du matin. Au centre hospitalier, Adrien, le futur papa des triplés, a la mine des mauvais jours. La nuit a été courte, un rebondissement a eu lieu la veille. C'est un petit peu le stress ce matin parce que gros imprévu. Stéphanie a dû accoucher plus tôt pour des complications par rapport à une petite qui a fait une baisse du rythme cardiaque hier soir. Dès leur naissance, les triplés du couple ont été placés en couveuse car elles sont trop faibles pour respirer seules. Étant donné leur état, Stéphanie n'a pas encore obtenu le droit de voir ses enfants. Ça va ma poupette? Ouais, toi.
Ça a été la matinée. Adrien est donc venu épauler sa compagne dans ce moment difficile. Comment ça s'est passé alors hier? Hier, c'était horrible. J'y repense. Je pensais pas qu'on me dise, césarienne, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. C'est pour ça que j'ai encore plus hâte de les voir, parce que je les ai même pas entreaperçus, quoi. Je les ai vus en photo, mais c'est tout. Donc, 24 heures, ça commence à être un petit peu long. Ça vous émeut? Oui, parce que j'aimerais bien les voir. On va aller les voir. Oh, ça fait long, quoi. 24 heures après la naissance de leurs 3 filles, Stéphanie et Adrien savent que les triplés ne sont pas encore sortis d'affaire. Bien au contraire. Oh, mes petites poupettes. Ce matin, le couple va enfin faire connaissance avec elle. On va commencer par la petite Camille. On commence par la petite Camille. Allez, on commence par la petite Camille. Voici Camille, Justine et Alice. Nées 11 semaines avant le terme, les 3 filles sont fragiles. Leur poids ne dépasse pas les 850 grammes. Pour le moment, ce sont ces appareils qui leur permettent de manger et respirer. Ma 3e poupette. Dans ces conditions, impossible de prendre ses bébés dans les bras. Comme premier contact, Stéphanie peut seulement faire ces quelques caresses. Les sentiments se bousculent pour la jeune maman. Ça fait bizarre. À la fois beaucoup de joie, et puis bon, ça fait bizarre parce qu'ils sont... Enfin, elle est vraiment toute petite. L'image est un peu brutale pour le jeune papa de 22 ans. C'est compliqué. Je réalise toujours pas, donc c'est pas évident là. C'est plein d'émotions. C'est dans ces conditions peu ordinaires que la compagne d'Adrien tente de découvrir son nouveau rôle, celui de maman. C'est mignon les petites poupettes. C'est une émotion qu'on découvre aussi, quoi, parce que ben, l'amour, il y a plein de sortes d'amour, et l'amour maternel, ben, là, nous, on le découvre, donc c'est difficile à exprimer vraiment. J'ai jamais rien ressenti d'aussi fort comme amour que celui que je porte à mes petites poupettes à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Après 1 heure de partage, Stéphanie et Adrien doivent laisser l'infirmière s'occuper de leur fille. Oh, ma petite poupette. Bisous, mes petites poupettes. Car un jour après leur naissance, elles demandent une attention de tous les instants. Ces 3 petites électrodes-là, c'est fait pour surveiller sa respiration et sa fréquence cardiaque. Celui-ci, c'est fait pour sa saturation en oxygène. Et ce qui passe là dans son nez, c'est la sonde qui descend dans son estomac qui l'alimente. Et avec 3 prématurés à soigner, l'infirmière ne manque pas de travail. Mais qu'est-ce que tu nous fais, la petite puce? Et ben là, c'est sa saturation en oxygène. Qu'est-ce que vous faites? Et ben, je lui donne un peu plus d'oxygène que ce qu'elle a actuellement. Voilà, on va surveiller un peu ce qui se passe. Des fois, ils nous font des désaturations en oxygène. Et puis, des fois, ils nous font des apnées aussi. Ils oublient de respirer. Je vérifie que son masque soit bien placé. Voilà. Justine est calmée. L'état de santé des triplés est inquiétant. Les bébés doivent rester sous haute surveillance pendant au moins 2 mois. À cet instant précis, le risque d'une complication sévère ne peut être écarté. Le plus dur pour moi, c'est quand on n'arrive pas à sauver un enfant. Et des fois, on se bat pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et on n'arrive pas à le sauver. Donc là, forcément, c'est des moments difficiles et douloureux. Pour les parents, ça va être un long chemin avant de rentrer à la maison quand même. Avec cette grossesse hors norme, Stéphanie et Adrien s'étaient préparés à vivre un accouchement difficile. Mais désormais, le jeune couple va devoir livrer un autre combat. Permettre à leurs 3 filles de grandir. Oh, bébé. Après plusieurs longues semaines de soins intensifs, les 3 filles du couple se portent mieux, mais elles doivent encore être suivies. Fais un bisou à papa. Un bisou à ton père. Mon bébé.
Oh, mon bébé chat. Camille, Justine et Alice font plus de 2 kilos chacune et n'ont plus besoin de machines pour respirer. Une belle victoire. On a eu beaucoup de chance parce qu'elles n'ont eu aucun problème pendant tout le temps de l'hospitalisation. C'est vrai que, bon, c'est pas fini, hein, mais le plus dur est fait, je pense, et il n'y a eu aucun souci particulier, quoi. C'est Justine qui va partir la première dans cette couveuse chauffée et médicalisée. Un voyage sous haute surveillance qui n'inquiète pas vraiment Stéphanie. C'est un soulagement, on dirait, pour vous, alors, un petit peu? Ben, un soulagement pour la distance, tout ça. Après, pour le service en lui-même, pas du tout, parce qu'on était très bien ici. Mais après, ouais, pour la distance, être plus près de chez nous, tout ça. Et puis, Adrien qui va reprendre le travail à un moment donné, voilà, ça, au moins, sera plus simple pour tout ça, quoi. Mon petit chat, faut que je fasse le dodo pour l'étranger. Depuis la naissance des triplés, le jeune couple a mis sa vie entre parenthèses. Un profond bouleversement pour Adrien, qui a seulement 22 ans, se retrouve père de 3 enfants. À tout à l'heure? Oui, tout à l'heure. Sur le parking de l'hôpital, il essaye d'imaginer à quoi ressembleront les jours futurs. Pas trop, il faut prendre la main vite pour s'en occuper. Ça va être une nouvelle vie, donc hâte de vivre ça à la maison. Le voyage de Justine va durer plus de 2 heures jusqu'à sa nouvelle maison, l'hôpital de Charleville-Mézières. Le transport il s'est très bien passé. Justine a été très calme, elle a dormi pendant tout le temps du transport et moi je l'ai surveillée, j'ai relevé ses constantes régulièrement et il n'y a pas eu de problème. Une fois arrivé sur place, le bébé né prématuré est immédiatement pris en charge par l'équipe médicale. Voilà, c'est impeccable, tout va bien. Il n'y a pas de souffle cardiaque, l'auscultation elle est normale, elle respire très bien. Rejoint par Adrien, Stéphanie peut enfin s'adonner à son moment favori, le bain de ses enfants. Pour la sécurité dans le bain, vous mettez sa tête dans votre poignet et avec vos 2 doigts, vous entourez son bras, entre le pouce et l'index. Donc là, on est parti. Attention, Les gestes sont un peu maladroits, mais Justine semble encore si fragile que sa maman n'ose la brusquer. Voilà mon chat. Grâce aux conseils précieux de l'infirmière, Sur les côtés, super, gardez la main sur elle. Stéphanie se sent rassurée. Elle sait que ses bébés sont entre de bonnes mains. Impeccable. Voilà mon chat. Très bien, même pas pleurer. Il faut s'assurer que les parents soient prêts à repartir à domicile. Est-ce qu'ils n'ont pas des inquiétudes? C'est des enfants qu'on a surveillés tout le temps. Le moindre signe défaillant, le rythme cardiaque, la saturation, la respiration. Donc il y a des parents qui sont très angoissés à l'idée qu'on arrête cette surveillance. Donc il faut les accompagner, il faut les encourager à regarder leur bébé et plus à regarder les écrans. Deux semaines plus tard, changement de décor. Oh, allez, ma joujou. Oh oui, c'est dur, hein. Oh là là, c'est dur. Les triplés ont enfin obtenu le droit de quitter l'hôpital. Pour l'occasion, les parents d'Adrien sont venus prêter main forte au jeune couple en ce jour symbolique. Ouais, peut-être plus droite et puis tu la balades un petit peu. Ah, il est bon, je suis sécure, là. Stéphanie a pris de l'assurance et se sent désormais prête à affronter le quotidien avec 3 bébés à la maison. On a fait un petit tableau du coup, on a marqué voilà, les filles, et ce qu'elles prenaient, à quelle heure on leur donne, parce que bon, bah, avec la fatigue et tout, il faut éviter d'oublier. Hein. Quant à Adrien, il est fier comme jamais d'être papa. Je suis jeune, mais franchement, ça me fait pas peur. Moi, je suis content d'être papa tôt quand même, parce que ben, je les verrai bien grandir. Je pourrai jouer avec elles bien comme il faut. Quand elles auront 18 ans, bah, je serai pas trop vieux non plus. Je ne serai pas le vieux papa relou. De plus, que ce soit des triplés, donc là, c'est encore plus fantastique. Adrien et Stéphanie vont devoir apprendre à se familiariser avec leur nouvelle vie. Mais après toutes ces semaines passées dans l'incertitude, ils peuvent enfin construire leur avenir à 5, sous le même toit.
À l'autre bout de la France, sur la Côte d'Azur, à Istres. C'est dans cette maison, nichée au cœur d'un lotissement, que vit une famille pas comme les autres. Johanna et Cédric sont les heureux parents de 6 garçons. Nicolas, 17 ans, Romain, 14 ans, Florian, 12 ans, Benjamin, 9 ans, Samuel, 6 ans, et le petit dernier, Gabriel, 4 ans. Une fratrie soudée qui va encore bientôt s'agrandir avec l'arrivée d'un 7e enfant. Une naissance qui ne va pas faciliter le quotidien déjà bien rempli de cette mère au foyer de 35 ans. Samuel, tes chaussures dans le main de la chaussure. Donne-moi ton pull, s'il te plaît. Enceinte de 6 mois, Johanna mène ses troupes à la baguette, mais ce matin, elle a un peu moins d'assurance, et pour cause. J'ai rendez-vous à l'écho la plus importante de toute la grossesse. Donc un peu de stress, mais bon, voilà, ça va. Si Johanna est aussi angoissée, c'est parce qu'elle souffre d'une maladie génétique rare, au nom barbare, la chondrodysplasie métaphysaire de Schmitt. Sa principale pathologie est une déformation des membres inférieurs et un retard de croissance important. Allez, en voiture. Pour Johanna, les conséquences ont été irrémédiables puisqu'elle mesure aujourd'hui 1,32 m. À cause de sa petite taille, ses grossesses ont toutes été compliquées. Il faut faire attention au poids surtout, parce qu'il y a tout qui va dans le ventre. Et avec une petite taille, forcément, vers 6 mois de grossesse, j'ai pas mal déjà de contractions. Et j'ai eu 2 prémas où j'ai accouché à 7 mois, donc c'est dangereux pour moi de faire trop d'efforts à un moment donné. Il faut que je me préserve aussi, et le bébé aussi. Johanna a accouché 6 fois par césarienne, un cas rarissime. Des interventions chirurgicales qui ont fragilisé son corps. Ce matin, elle se prépare à passer une échographie déterminante. Ça va ? Cédric, son mari, l'accompagne pour la soutenir. Bonjour, entrez. Madame de Chaumaret est radiologue. Pour elle, cette 7e grossesse est une énorme prise de risque. C'est un utérus qui a subi plusieurs césariennes, donc qui a déjà été sectionné et réparé plusieurs fois. C'est un utérus qui reste très fragile. Le risque, c'est la rupture utérine. Donc le risque, c'est surtout pour la maman. Et la rupture utérine, ça provoque quoi comme conséquence ? Très grave. Johanna met sa vie en danger, mais c'est un choix mûrement réfléchi. Ce qui l'importe ce matin, c'est de savoir si son futur bébé souffre de malformations. Parfait. Les échanges entre vous et votre bébé se font bien. Ensuite, on va le mesurer. Ouais, là, c'est important. Voilà. Pourquoi c'est important, ça ? Parce que j'ai toujours peur, même si la dysplasie de Schmitt ne se verra pas avant, j'ai quand même un retard moi de croissance important, du coup. C'est héréditaire ? Ce que j'ai, c'est génétique. Génétique. Donc c'est 50-50. Soit ce bébé il l'aura, soit il l'aura pas, mais on n'en saura qu'entre 1 an et 3 ans, pas avant. Voilà, donc c'est un bébé qui a une croissance super. Actuellement, il fait environ 500 grammes. Donc c'est bien. Un peu plus gros que les autres. Voilà. Cédric est rassuré. Depuis plusieurs jours, ce papa taciturne cachait son inquiétude à sa femme. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Au moins là, on le voit. Merci. Allez, merci. Pour l'instant, la grossesse de Johanna se présente bien. Mais cette maman hors du commun ne se réjouit pas pour autant. Sa maladie, elle l'a transmise malgré elle à 3 de ses enfants. Allez, venez goûter. Chacun d'eux souffre aujourd'hui d'un retard de croissance. C'est le cas de Florian, le 3e enfant du couple. Allez Flo, viens, on va aller faire la piqûre. À 12 ans, l'adolescent ne mesure qu'1,30 m au lieu d'1,45 m en moyenne. Pour multiplier ses chances d'avoir un jour une taille normale, il suit un traitement bien particulier. Alors ça, c'est l'hormone de croissance de synthèse qui marche très très bien quand on a un gros retard de croissance. T'as commencé à quel âge ? T'avais 4 ans. 4 ans, ouais. Mais c'est tous les jours ? Oui, tous les soirs. Et t'y penses tous les jours ? Ben oui. Il y a quelques semaines, Florian a même été opéré pour étirer les os de ses jambes et lui faire gagner de précieux centimètres. Un combat contre la maladie qu'il prend avec légèreté. T'es
C'est un problème pour toi? Tu préférerais pas l'avoir ou comment? Non, c'est... Je m'en fous en fait. Que je l'ai ou pas, ça change rien. Si les progrès médicaux devraient permettre à Florian d'avoir un jour une taille normale, l'enfance de Johanna a été un véritable calvaire. J'ai eu beaucoup d'interventions. J'en ai eu 24, mais déjà 22 entre 1987 à mes 3 ans et 2000, jusqu'à mes 16 ans. Et à chaque fois, c'est pareil, c'est des mois de plâtre. Du coup, j'ai pas de féminité au niveau de mes jambes, quoi. Je suis toujours en train de me cacher, j'ai des cicatrices horribles jusqu'à mes 30 ans. Je me cachais encore. Aujourd'hui, Johanna s'accepte enfin comme elle est. Tarte aux pommes. Tarte aux pommes, moi je vais partir un couteau. Sa famille nombreuse lui a servi quelque part de thérapie. C'est bon? Ah bah, je vois ça, ouais. La maman de 35 ans a déjoué tous les pronostics médicaux en accouchant 6 fois, malgré sa maladie. Mais elle le sait, le risque est que cette 7e grossesse soit celle de trop. Son corps supportera-t-il cet ultime effort? Rien n'est moins sûr. Un mois plus tard, la France entière est paralysée à cause du coronavirus. Chacun doit rester confiné à la maison, du jamais vu. La vie des Français est complètement bouleversée. Et pour Johanna, les conséquences sont dramatiques. Je me retrouve à faire maîtresse, AVS, femme de ménage, tout. Enfin, tout d'un coup. Et à la fin de ma grossesse, où je dois être le plus au calme possible, je n'ai pas un moment pour me reposer. Je suis à plat, à bout. J'apprends que mon mari ne sera pas avec moi à la césarienne, mais tout court, il ne sera pas là du tout à la maternité. Je vais me retrouver toute seule. Pour cette maman, cette ultime épreuve lui paraît insurmontable. Atteinte d'une maladie génétique rare, Johanna met sa vie en danger en voulant accoucher une 7e fois. Alors pendant plusieurs semaines, et malgré l'arrêt total du pays, Johanna va être suivie régulièrement par les médecins. Je suis en consultation chez ma sage-femme pour suivre l'évolution des contractions, qui ne sont pas régulières mais qui sont douloureuses. Voilà, je suis censée beaucoup me reposer. Bon, la situation ne me le permet pas. Mais avec déjà 6 enfants à gérer à la maison, l'armure de cette maman au grand cœur va finir par se fendre. 5 semaines avant le terme, tout s'accélère. Johanna a perdu les os il y a quelques heures. Cédric, son mari, a tout juste le temps de la conduire à l'hôpital. À cause des règles sanitaires très strictes imposées par le confinement, le papa ne pourra pas assister à la naissance de son 7e enfant, une première pour lui. Le papa doit quitter l'hôpital, le cœur gros. Je peux plus du tout rentrer, ni les voir, ni elle, ni le bébé. Je peux déposer, si elle a besoin d'affaires, ben, je vais au service, je sonne et je leur donne les affaires et c'est eux qui lui emmènent. Voilà, je les verrai qu'à la sortie de la maternité. Pour cet homme qui a eu 6 garçons, cette séparation d'avec son unique fille est une épreuve de plus. C'est un moment unique dans la vie et on nous l'a volé. C'est dur, c'est dur. C'est de la peine parce que ben, je suis loin de ma femme, je suis loin de ma fille. Voilà, c'est pas évident. Mais le plus inquiétant, c'est l'état de santé de Johanna, car comme les médecins le craignaient, cette 7e césarienne a causé des dégâts collatéraux. Le docteur Chinchol, l'obstétricien qui a accouché Johanna, reçoit son mari pour lui faire part des complications à venir. Comment ça s'est passé ? Comme elle a eu beaucoup de césariennes, il y avait des adhérences entre la vessie et l'utérus est devenu très mince, ce qui fait qu'au moment d'inciser l'utérus pour sortir le bébé, il y avait déjà l'utérus qui était partiellement déchiré sur la partie gauche. Donc à ce moment-là, en ouvrant pour sortir peut-être du bébé, la vessie s'est un petit peu déchirée. Bon, la complication n'a pas mis en jeu ni la mère ni le bébé, ça devrait récupérer quoi. Le gynécologue se montre rassurant, mais Johanna va devoir rester en observation quelques jours. Cédric encaisse la nouvelle sans dire un mot. Il vient de comprendre qu'il était encore un peu tôt pour crier victoire. Bien, bon, ben, merci. Bon courage. On va patienter un tout petit peu plus que ce que j'avais dit initialement. Hein. Pour le papa, une seule question à l'esprit. Quand pourra-t-il à nouveau serrer son unique fille dans ses bras? Allez, je vous remercie, docteur. À l'hôpital de Vitrolles,
c'est sous un magnifique soleil que Johanna quitte la maternité après 5 jours d'hospitalisation. Un véritable soulagement pour elle, mais aussi pour Cédric, son mari. Après avoir eu 6 garçons, Anaëlle est la première fille du couple. Ça y est, j'ai enfin retrouvé mes 2 femmes. Je veux en glisser. Alors, je m'envie qu'on rentre à la maison tous ensemble. C'est un moment particulier pour Johanna. Les complications liées à sa dernière césarienne l'ont enfin décidé à tirer un trait sur la maternité. Je regrette pas cette grossesse, mais en plus, pour moi, voilà, c'était vraiment la dernière, quoi. Et puis alors, le coup de la vessie, là, c'est bon. Stop, j'en ai marre des opérations. Voilà. À cause de la fragilité de l'utérus de Johanna, sa vessie s'est déchirée au moment de l'accouchement. La maman a donc été opérée et devra limiter ses efforts dans les prochains jours. Une blessure physique qui lui donne encore plus envie de retrouver les siens. Ah, je suis trop contente. C'est encore une nouvelle vie avec tous mes amours. Voilà, on était 8, maintenant on est 9. Ce 7e enfant est un ultime pied de nez à la maladie de Johanna qui l'a handicapée toute sa vie. À cause de la dysplasie de Schmitt, elle a subi des moqueries et porte encore les cicatrices de nombreuses opérations. Alors, en franchissant le seuil de sa maison après plus de 5 jours d'absence, cette maman courageuse se remémore le chemin parcouru. Coucou! Les baisers de ses 6 garçons lui réchauffent immédiatement le cœur. Oh, elle est mignonne! Félicité, la maman de Johanna est aussi présente, très admirative du parcours incroyable de sa fille. Elle est courageuse, je veux dire. Voilà. Quand je vois qu'elle a la volonté de faire des enfants et que... Je sais pas quoi dire, en fait, hein, je suis émue. Félicité va rester ici quelques jours pour aider sa fille à se reposer. Cadeau! Déjà 6 fois grand-mère, c'est la première fois qu'elle a sa petite fille dans les bras. L'instant est émouvant, même pour Johanna. Oh! Ah, je vais chercher l'appareil photo. Cédric, de son côté, peut enfin profiter de sa fille après avoir été séparé d'elle pendant plusieurs jours. Eh oui. Hein? Ça va? Le papa de 36 ans est aux petits soins et couve Anaëlle comme un trésor précieux. Elle est bien, là. Elle est tellement bien qu'elle dort. Dès le début, dès le premier enfant, vous avez mis la main à la pâte? Ah oui. Après, c'est pas spécialement un travail que de la maman. Ça permet de passer un peu de temps avec ses enfants, de s'en occuper. Ça fait du bien. Le papa poule a travaillé dur pour gagner de la place dans sa maison et offrir une jolie chambre à sa fille. Et c'est avec une immense fierté qu'il dépose Anaëlle dans son berceau pour qu'elle découvre enfin son nouveau chez-soi. Mais dans cette famille, il y a une tradition. À chaque naissance, on immortalise la fratrie qui s'agrandit. Parce que le meilleur héritage, c'est pas l'argent, c'est les souvenirs. Le moment est solennel pour Johanna, car la naissance d'Anaëlle marque l'aboutissement de son projet de vie, celui de fonder une famille nombreuse et unie, malgré la maladie. Allez, 1, 2, 3, on regarde l'appareil au milieu.